nouvel épisode du CQFR, même s'il y avait peu de matchs au programme, on est au rendez-vous évidemment avec Shai. Shai, une grosse performance cette nuit, on attaque direct dans le vif du sujet, on attaque la raquette comme Jalen Brunson. 39 points du meneur des Knicks, victoire de New York contre Boston 118-109. Boston qui jouait avec son 5 majeur au complet, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait tout le monde, il me semble avoir vu tout le monde, j'ai regardé des images et je me semble avoir vu tous les joueurs majeurs de Boston. Et malgré ça, victoire des Knicks donc à Boston, même si évidemment les Celtics ont un peu moins de choses à jouer que les Knicks sur cette fin de saison. Grosse performance quand même, 39 points de Jalen Brunson. Et grosse performance individuelle, donc en 3 quarts-temps quand même, parce que Ouais. Oui, New York était largement et collectif parce qu'ils ont écrasé les Celtics. Ils les ont ultra dominés. Alors c'est des Celtics qui sont un peu désengagés forcément là. Ils ont 13 victoires d'avance sur le deuxième. Les playoffs arrivent. L'idée c'est quand même de pas tirer sur les réserves. Mais les Knicks vraiment performance impressionnante pendant 3 quarts-temps et c'est pour ça que le score est pas très flatteur. Ils finissent à plus 9 je pense, c'est ça. J'ai plus les Oui, il y scores a en 9 tête. points d'écart à la fin, 118-109. Voilà, c'est ça. Et ils ont surdominé. Ils prennent moins 20 dans le dernier quart-temps, les Knicks. Donc c'est pour dire qu'en termes du quatrième, ils étaient à plus 29. Et à Boston. Donc c'était vraiment une performance impressionnante. Et évidemment, drivé par Jalen Brunson et ses copains de Villanova. 39 points en 30 minutes. Il enchaîne les matchs, c'est exceptionnel quand même. Ouais, c'est le quatrième de suite, je crois, à 35 points au plus. Ouais, il restait sur 2 matchs à plus de 40. Il avait fait 40 et 45. Et excellent. Surtout contre, tu le disais, une équipe qui avait son 5. Il y avait Holiday, il y avait Derrick White, Porzingis, Tatum, Brown. Alors voilà, leur niveau d'engagement peut se discuter, mais ça reste. Alors, ils n'ont pas fait exprès de perdre à domicile sur un match qui ramène toujours des gens. Il y a plein de gens qui, en début de saison, ont acheté des places pour Boston-New York. Ils savaient que le public attendait un match. Et bon, là, les Knicks, on les ont surclassés. Grosse performance. Et Brunson on le dit à chaque fois un peu plus. Et on va voir ce que ça va donner en playoff là. Mais il marche sur l'eau, quoi. Il peut être le meilleur joueur de plusieurs séries, enfin de quelques séries à l'Est. Ouais. Peut-être contre toutes les équipes qui ne sont pas nommées Milwaukee, Boston ou Philly. Alors ça en fait 3, mais sur toutes les autres séries, il y a moyen que Jalen Brunson soit le meilleur joueur sur le terrain. Il est à 35 points de moyenne sur les 15 derniers matchs aussi. C'est fort quand même, c'est un gros échantillon. Et une autre stat sur les Knicks, celle d'Anunoby, 18 victoires en 21 matchs pour Anunoby avec les Knicks. New York qui continue de mettre la pression sur Milwaukee. Ils sont revenus à un match des Bucks. Il faudrait, mais je crois que les Bucks sont le tiebreaker. On avait regardé l'autre fois. Oui, c'est ça. Il faut que les Bucks perdent. Il faudrait que Milwaukee perde les deux et que New York gagne les 2 matchs. Donc, alors, en temps normal, je t'aurais dit c'est pas possible, mais on parle de Milwaukee sans Giannis, donc on sait jamais. Ouais. Donc bon, on va dire que les Knicks verrouillent la 3e place, ce qui est déjà très bien. Mais je suis en train de me laisser hyper par les Knicks un peu plus que ce que je l'étais déjà. Je me disais, bon, avec les blessures, est-ce que ça va le faire ? Randle n'est pas là. Mais en y réfléchissant bien, Randle n'étant historiquement pas très bon en playoff, et j'ai beau aimer beaucoup Julius Randle, c'est peut-être une très bonne chose qu'il ne soit pas là, parce que là, ils ont un fonctionnement qui est... Voilà, c'est acté, la rotation est comme ça, on sait sur quel joueur compter. Réintégrer Randle juste avant les playoffs, ça aurait peut-être pas été la meilleure des choses. Là, c'est très très établi. Jalen Brunson est la première option de loin. Et autour, après, comme ils vont je lui disais, manquer ses points quand même, sa capacité à faire la diff seul. Mais alors c'est là qu'on va voir s'il est DiVincenzo, Hart, Anunoby, même Hartenstein, le banc Bogdanovic qui sert pas à grand chose depuis qu'il est arrivé. Je trouve personnellement, en tout cas, vu le joueur que c'est, va peut-être là il met 14 points en sortie de banc, va peut-être être un peu plus utile offensivement justement dans le cadre des playoffs. Je suis en train de me hyper par les Knicks, on va voir le tableau pour eux, mais ils sont impressionnants là. Ouais, ils ont quelque chose à jouer, clairement. Je suis d'accord avec toi. Autre match qui était important, c'était celui entre New Orleans et Sacramento. Victoire des Pelicans qui renforcent leur 6e place. Victoire 135-123. 31 points de Zion Williamson, 31 points de CJ McCollum, 27 points de Trey Murphy, qui finit plutôt bien la saison. Trey Murphy a mis 6 paniers à 3 points. Et du coup, New Orleans, qui, je le disais, renforce cette 6e place. Ils ont une victoire d'avance sur les Suns, alors qu'il reste deux matchs à jouer pour chaque équipe. Je sais pas qui a le tiebreaker. C'est trop complexe. J'ai pas regardé, mais voilà, les Pelicans sont en train de faire le job. Ils ont encore des matchs pas compliqués, mais importants, parce que je crois qu'ils jouent Golden State ce soir, et celui d'après, c'est un autre match contre une équipe qui est là aussi en course. Je me souviens plus exactement laquelle, mais il me semble. Je vais regarder. Mais avant. Et ce match-là, t'as raison. Donc il était important pour les Pelicans. Mais c'est les Lakers, pardon. C'est les Lakers, ok.
Mm. Mais Mm. c'était important aussi pour les Kings parce que là, du coup, on se retrouve Bah avec oui. un embouteillage de malades, parce qu'on parlera des Warriors après, mais qui eux ont gagné. Et les T'as Kings peuvent finir Ouais, dixième. les Kings peuvent finir dixième. Donc là, les Kings sont encore huitième pour le moment, mais ils ont bilan égal avec les Warriors et les Lakers. Et donc là, les deux dernières journées vont être, les deux derniers matchs vont être super chauds. Là, les Kings ont raté une occasion à domicile, ils se sont fait balayer, hein, tu le disais. Enfin, offensivement, ils ont rien pu faire. Zion, McCollum, il a mis 9-3 points, je crois. Il était super chaud, et Murphy que j'adore aussi. Donc, ouais, occasion manquée pour les Kings et les Pelicans qui finissent bien eux aussi. Non, mais les Kings, ils sont en roue libre. Alors, ils ont Hmm. leurs deux prochains adversaires, c'est les Suns. Donc, un match difficile, vu que les Suns sont en train de lutter pour leur 6e place. Hmm. Et après, ils ont les Trailblazers quand même. Donc, ils peuvent espérer gagner, je pense, au moins un match. Mais un match, ça pourrait ne pas suffire si les Lakers et les Warriors gagnent les deux dans le même temps. Ouais. Ils pourraient finir dixième. Je me méfie même de Portland parce que les Blazers jouent quand même les matchs sérieusement sur la fin de saison. Ayton, on en parlera tout à l'heure. Ayton et Bah, Scoot Anderson, c'est pas mal. on peut enchaîner. Mhm. Portland qui a perdu de peu contre Golden State Ouais. 92-100, mais il a fallu une accélération des Warriors sur la fin. Les Warriors qui jouaient sans Clay et sans Draymond Green Mhm. laissés au repos. 22 points de Steph Curry qui a été maladroit. Comme je disais, tu as raison, Portland a tenu tête. Alors, Scoot Anderson, c'est 18 points, 12 passes. On sait qu'il finit bien la saison. 9 ballons perdus aussi. Hein. Il est maladroit, il perd beaucoup de ballons, mais il enchaîne points et passes. C'est quoi il avait fait 15 passes le match d'avant, la 12, C'est 18, 19 points. c'est le Et 25 rookie. points, 11 rebonds de DeAndre Ouais. Ayton. C'est le rookie, Scott Anderson, c'est le rookie qui cette saison a fait le plus de matchs avec plus de 10 passes, au moins 10 passes sur une rencontre. Donc, bon, c'est En même temps, c'était le seul meneur vraiment rookie star. Quoi. c'est ça. C'est ça. Mais Bon. en tout cas, la trajectoire est un peu plus intéressante. On le voit faire des erreurs. Les rookie mistakes, voilà, tu fais des matchs à 9 pertes de balles. C'est une trajectoire normale. Enfin, tous les rookies ne sont pas Victor Wembanyama ou même Chet Holmgren. Donc lui, il a une trajectoire qui est plus... S'il avait fait ça toute la saison, j'aurais trouvé ça cool. C'est juste qu'il il a été blessé. Puis Billups a eu du mal à trouver l'équipe à mettre autour. Un coup, il laissait les vétérans. Là, il remet full jeune. Ça n'a pas été une saison simple pour Scoot Anderson. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas le condamner. Parce qu'on voit quand même des flashs de quelque chose de très très intéressant. Mais oui, Portland, c'est pour ça que ce ne sera pas facile pour leurs prochains adversaires. C'est qu'ils jouent quand même le coup. Ils ne balancent pas les matchs. Il y a Ryan Rupert qui était encore titulaire. Alors, les stats sont pas clinquantes. Il fait 2 points, 4 rebonds, je crois. Mais il joue 29 minutes. C'est le seul joueur du 5 il est à plus 12. Sur sur une défaite, il est à plus 12 et il a quand même un impact. Je disais que le coaching staff était quand même plutôt satisfait de ses performances. Il n'y a pas les stats qui vont avec, parce qu'il y a des joueurs autour qui ont besoin de faire leurs stats. Mais ça va être intéressant de le suivre aussi, voir s'il va rester dans ce groupe, ce noyau dur pour l'année prochaine. Faudra suivre ça. Je me demande ce que va faire Portland l'an prochain. Il y a Cooper Flag, mais t'as Anthony Simons. Ça sent quand même la saison mauvaise à venir des Blazers. Et après, là, en fait, j'ai beaucoup de mal. Même les perfs de Scoot Anderson, j'ai envie de vachement les relativiser parce que c'est un effectif de J-League, là. À part Ayton, non, mais c'est vrai, c'est un effectif de J-League. Même les perfs de Ryan Rupert, c'est bien. Évidemment que c'est bien, et c'est bien qu'il s'illustre, c'est bien qu'il ait ses minutes, c'est bien qu'il ait ses opportunités. Mais c'est un effectif de J-League. On a déjà vu d'autres Français dans des situations similaires. Je pense à Malédon qui jouait avec un effectif de J-League, qui faisait encore plus. Mais en fait, une fois, dès que la franchise décide de step up, tu joues plus en fait. Et Scoot Anderson, alors c'est bien parce que l'opposition, c'est pas de la J-League, donc c'est bien. Mais je sais pas quoi penser En fait, je sais pas quoi penser de match à 18 points, 12 passes quand tu as tous les ballons, quand tu perds 9, 8. Tu vois, t'apprends, mais t'as une équipe très faible. T'apprends, mais est-ce que t'apprends vraiment à jouer ou est-ce que juste au final c'est la prolongation de la J-League mais contre une opposition plus forte? C'est forcément un apprentissage. Je dis pas que c'est mauvais, vaut mieux mettre 18 et 12 que 5 et 6. Mais je relativiserais beaucoup quand même les perfs de n'importe quel joueur, des Blazers, des Pistons, on l'a vu avec Malachi Flynn, tu vois, quand il fait 50 points. En fait, ces équipes-là, en fin de saison, ça veut malheureusement vraiment pas dire grand-chose. T'as raison, l'effectif, quand tu regardes l'effectif des Blazers, là, alors il y a des joueurs, moi Ayton, c'est de la J-League. Hein. Ouais, j'essaie toujours de me dire, c'est des occasions pour des mecs de se montrer pour après, quand le projet, tu vois, OKC a fait ça. Malheureusement, il y en a, moi je repense toujours à la situation de Jalen Horde, que je trouvais super fort, vraiment très bon sur la fin de saison quand ça tankait fort. Et alors, il n'avait pas pu intégrer le noyau sur la saison d'après quand ça a vraiment accéléré.
Mais c'est vrai que tu regardes l'effectif des Blazers, Scoot Henderson, Ryan Rupert, DeAndre Ayton, Jabari Walker qui fait des stats aussi depuis quelques semaines, Chris Murray, le frère de Keegan, mais qui est pas censé, qui est pas attendu comme un énorme talent. Et après le banc, c'est rude. Hein. Justin Minaya, Duapriest et Agans. Ouais. Agans, je sais même pas qui c'est Agans. Ashton Agans. Ouais, Ashton Agans, c'est un mec de J-League aussi. Et c'est des gars en two-way contract et ils les font monter, Minaya aussi. Mais non, mais voilà, t'as raison, il faut relativiser. Mais après, ils ont tenu les Warriors sur ce match. Hein. Et c'est pas le premier match récemment où ils sont dans le coup et où ils perdent de pas beaucoup. Donc j'essaie de rester positif sur les fins de saison en me disant au moins je vois que ça travaille et qu'ils essayent de tester des joueurs. J'aurais aimé qu'ils fassent ça dès le début en fait et qu'ils s'encombrent pas de joueurs. Tu vois, Jeremy Grant, Brogdon, qui ont eu du temps de jeu à un moment, c'est des joueurs que j'aime beaucoup en plus, qui seront hyper utiles ailleurs, mais je préfère le full tanking de l'entre-deux où tu sais pas trop. Mais t'as raison, je pense que ça va encore tanker une année. Tout le monde, avec Cooper Flag, je veux dire, si les gens, les GM sont pas débiles, ils ont vu le talent du gars. Donc, mais t'imagines un Scoot, Simons, Sharp, Flag. Tu vois, t'as un quatuor. Après, peut-être que tu garderas peut-être pas tout le monde. Peut-être qu'il faudra faire un choix à un moment avec Simons, Anderson, Sharp. Mais je pense que le but va être de tanker l'an prochain. Une autre équipe qui ne décolle pas, mais qui, je pense, cherchera au moins ne pas tanker, c'est les Pistons, qui ont perdu donc contre les Bulls 127-105. 39 points de DeMar DeRozan, mais j'ai même pas envie de parler de Chicago. J'ai d'abord envie de commencer sur Détroit. C'est la 67e défaite de la saison pour les Pistons. C'est le record de franchise, le triste record de franchise. Et on n'est pas loin d'avoir... Je crois que sur 82 matchs, ça doit être la pire saison de l'histoire, ou pas loin en fait. Les Bobcats on avait gagné que 7, mais c'était sur 66 matchs. J'avoue que je regarde. C'est vrai qu'on est resté sur cette série de défaites immondes et ils ont un peu relevé la tête après, mais c'est une des pires, sans doute. C'est une des plus mauvaises... T'as une saison des Sixers qui était bien hardcore les Sixers avaient perdu 73 matchs, pardon, autant pour moi. Ouais, c'est une saison bien hardcore, mais bon, dans tous les cas, je veux dire, dans les esprits, surtout par rapport au début de saison, souvent les équipes qui font ces saisons-là, tu t'y attends un peu. On savait que Détroit serait pas top 8 à l'Est, hein, mais avec Kate Cunningham, avec les joueurs qu'il y a autour, qui sont assez talentueux quand même pour la plupart, tu te dis pas, ils vont perdre forcément 67 matchs, tu les vois plus dans un range supérieur. Tu vois. Tu te rends compte qu'ils font pire que l'an dernier? Ouais, ça c'est pas normal. L'an dernier, il n'y avait pas Cunningham non plus, tu vois. Cunningham, il a joué plus de matchs cette saison, ils font pire. C'est-à-dire que là, les dernières saisons de Détroit, le processus de reconstruction enclenché en 2019, 20 victoires en 2020, 20 victoires en 2021, 23 victoires en 2022, 17 victoires l'an dernier. Et là, le mieux qu'ils peuvent faire s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, c'est 15. Pour l'instant, ils sont à 13. Il y a vraiment... Et ils viennent pourtant d'offrir un contrat massif à Monty Williams. C'est lourd. C'est surtout sachant que là, ils vont avoir un pic. C'est ça. C'est pas la meilleure draft du monde, quoi. C'est presque l'avenue de Monty Williams qui est le plus. C'est ça qui est le plus décevant et qui fait que là, on se dit, mais c'est ce qui s'est passé cette saison. Parce que s'ils font cette saison-là avec un coach moins expérimenté, qui a pas le plus gros contrat, un des plus gros contrats de la ligue, tout ça, tu te dis, bon, ok. Là, avec le fait qu'ils viennent, on s'attendait à ce que l'équipe passe un cap et pas du tout été le cas. Ouais. Bon, du côté des Bulls, nouvelle victoire, donc je disais 39 points de DeRozan. Chicago garde sa 9e place, je crois qu'elle est validée. Elle est assurée, ça y est. C'est assuré, c'est assuré, ouais. Elle est validée, ils vont jouer les Hawks qui seront sans Jalen Johnson et sans Onyeka Okongwu pour le play-in. Catastrophe pour Jalen Johnson. C'est une catastrophe. Okongwu aussi, c'est un très bon joueur, mais Jalen Johnson, c'est leur meilleur joueur quasiment cette saison. C'est une catastrophe pour eux. Ouais, ça offre un peu plus d'opportunités à Chicago qui pourrait ensuite essayer d'aller chercher sa place en playoff. C'est quand même une équipe qui a quelques bons joueurs. Ouais. Donc voilà. Sur le play-in, moi je maintiens ce que je dis. Chicago me fait pas peur sur une série. Sur un match, alors contre Atlanta diminué, bien évidemment. Et même après au-dessus, du coup, ça va dépendre de qui perdra, mais ils seront plus emmerdants sur un match où, comme on l'a dit, un DeRozan peut mettre 45 points et Vucevic faire 20 points, 20 rebonds. Tu sais pas, t'es pas à l'abri de grosses performances individuelles chez eux. Il y a Kobe White aussi. Enfin, il y a de le fameux il y a de la qualité, tu vois. Mais sur une série, je crois pas du tout en Chicago. Mais par contre, ouais, attention sur le play-in, ça peut sortir du play-in. Allez, dernier match qu'on n'a pas encore mentionné, c'est la victoire du Jazz contre les Rockets 124-121. Deux équipes qui n'ont rien à jouer.
22 points de Samanic, 20 points de Keyonte George, le rookie. Bon, bref, il y Ouais. a plusieurs joueurs qui ont scoré. Il y a eu 42 points de Fred VanVleet, mais à 12 sur 30 au tir. Ouais, c'était trop bizarre. Son match trop bizarre. C'est-à-dire il met 9 paniers à 3 points et il fait 3 sur 17 dans toutes les autres zones du terrain. Enfin, tout ce qui n'est pas à 3 points, il fait 3 sur 17. C'était trop bizarre. Et 6ème défaite en 7 matchs pour Houston. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'enjeu, à part celui de défendre un peu leur honneur pour les joueurs du Jazz, parce qu'ils restaient sur 13 défaites consécutives quand même. Ouais, puis là aussi, les enjeux, à la limite, non, même pas le Jazz, il n'y a pas de pic. Il y a des places au niveau des pics, tu vois, mais bon, que tu sois 11e, 12e. Bon, des fois, ça peut faire une différence, mais je crois que là, avec 30 victoires, ça joue avec Brooklyn qui a 32. Bon, c'est Brooklyn, de toute façon, pas son pic. Ouais. Voilà pour le tour des matchs. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. C'était une petite nuit en NBA avant. C'est le calme avant la tempête. Ouais, Il y a plein de matchs ce soir, il n'y en a pas de samedi, puis il y en a de nouveau plein dimanche soir, à heure européenne d'ailleurs. Si ça voulez vous faire un gros multiplex NBA, tous les matchs sont 19h30, 21h30. La plupart des matchs sont. Voilà, c'est marrant quand tu dis multiplex, ça me rappelle les multiplex foot sur Canal avec la petite sonnerie. Bon, ils vont pas faire ça à chaque panier sur les terrains NBA, hein, mais ouais, ça me rappelle le terme multiplex, je l'avais un peu oublié. Et nous, on se retrouvera du coup samedi, il y aura le 6e CQFR de la semaine, puis lundi, on pourra faire un gros débrief avec les séries de play-in, les premières séries de play-off, etc., les derniers matchs de la saison. Et il y aura plein de choses à dire et on sera évidemment au rendez-vous. Yes. Bonne journée à tous. Bonne Ciao, journée, ciao. ciao.